Binaire. L'ONG Ressources Humaines Sans Frontières, en fait, depuis 15 ans, prévient les risques de travail abusif dans les chaînes de sous-traitance. Et pendant ces 15 années de terrain, en France et ailleurs, nous avons pu analyser les mécanismes qui font que les travailleurs étrangers sont particulièrement exposés aux risques de travail abusif. Et ces risques de travail abusif peuvent aller jusqu'à même des risques de travail forcé, y compris en France et y compris à l'insu des entreprises. Parce que ces risques peuvent se situer en fait en amont dans la chaîne de recrutement. Donc, dans le cadre du projet européen Mirage, ce qu'on essaye de faire, c'est d'informer les professionnels des ressources humaines et les employeurs sur comment recruter des travailleurs étrangers et comment le faire de manière responsable. Donc, le recrutement responsable, en France, quand on évoque cette notion-là, on pense tout de suite aux questions, enfin, le plus souvent, de diversité et de relations interculturelles qu'on va aborder aujourd'hui, ce qui fait l'objet de ce webinaire. Mais il y a aussi une autre dimension qui est celle des droits fondamentaux des travailleurs et celle-ci sera abordée lors du prochain webinaire qui aura lieu jeudi midi et auquel vous pouvez vous inscrire via un lien qu'on va remettre dans le chat. Donc voilà sur le contexte. Et aujourd'hui, donc, nous avons le plaisir d'entendre deux intervenants que je remercie chaleureusement de partager avec nous leur expertise et leur expérience sur ce sujet. Donc d'abord, nous aurons Marc Rivaux, qui est professeur de management à l'IPAG Business School, et qui est spécialisé dans le management de la diversité depuis 10 ans. Et son apport de contenu sur le sujet sera complété par le témoignage de Monsieur Laurent Lot, qui est chef de chantier dans la société Eiffage Génie Civil et qui pourra partager avec nous son expérience du recrutement d'un travailleur étranger et de son intégration dans l'équipe. Donc, Marc, je te laisse présenter le déroulé ou je... Oui, ok. Je laisse la parole à Marc Rivaux. D'accord. Écoutez, avant tout, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Merci à Ressources Humaines Sans Frontières qui nous accueille et à Laurent Lot, effectivement, qui pourra apporter un témoignage concret, professionnel de sa propre expérience de recrutement et d'accompagnement au sein de son équipe d'une personne. Et merci à vous d'être présent également. Je pense qu'il est utile très brièvement que j'explique d'où je parle avant de pouvoir effectivement aborder un peu le déroulé d'aujourd'hui. J'ai travaillé effectivement 8 ans et demi au sein d'une association qui est un club d'entreprise qui s'appelle l'AFMD, Association française des managers de la diversité, dans le cadre de laquelle j'ai eu l'occasion de travailler avec divers chercheurs, chercheuses et différentes entreprises, entre autres sur la question de l'insertion des travailleurs migrants, sur la base d'une commande du ministère de l'Intérieur. Le sujet de l'insertion des travailleurs migrants et des travailleuses migrants étant un sujet qui est amené à bouger régulièrement et pour lequel la réglementation bouge voire beaucoup trop vite. Donc, j'en suis pas un grand spécialiste, mais néanmoins, il y a quelques réflexes que je pourrais partager si jamais vous avez des questions sur le sujet, qui avait une première façon d'appréhender et d'approcher le sujet. Et j'ai également l'occasion d'y participer, notamment sur des guides sur les questions de stéréotypes et de prévention des discriminations liées aux origines, puisque, y compris pour le sujet justement des relations interculturelles sur le lieu de travail, la question des origines, qu'elles soient réelles ou supposées des personnes, joue aussi énormément. Parfois de manière soit très positive, soit extrêmement négative, de manière variée en fonction des contextes. Je travaille aujourd'hui au sein de la chaire entreprise inclusive de l'IPAG, et vous le verrez, je ne suis pas un spécialiste des relations interculturelles, pays par pays ou culture par culture, mais je pense qu'une des choses intéressantes, et on va le voir à travers le déroulé aujourd'hui, c'est réellement de se focaliser sur quelques grandes réflexions qu'on peut avoir pour aborder ces sujets, puisqu'à chaque fois, en fait, ce qui va compter, c'est les relations avec la personne. Pas interpréter une personne par la culture, mais les relations avec la personne que l'on a, qu'on arrive à construire au fil du temps, sachant qu'il faudrait beaucoup plus qu'une heure et demie pour aborder correctement les questions interculturelles par aire géographique, voire par pays, voire même au sein d'un même pays parfois. Donc ça ne semblait pas raisonnable non plus par rapport au contenu. L'idée étant plutôt ensemble de prendre conscience qu'il n'y a pas une solution unique, miracle qui marche partout, en tout temps, et dans toutes les entreprises, mais plutôt des pistes de réflexion et d'action que l'on peut partager pour pouvoir apprendre à mieux avancer sur ces différents sujets.
Donc l'idée d'aujourd'hui, justement, c'est de pouvoir se poser les questions de qu'est-ce que ça veut dire, en fait, les relations interculturelles sur le lieu de travail? Quels sont les grands enjeux en termes de relations entre collègues, en termes de performance au sein des équipes, d'un point de vue légal aussi, éventuellement, mais simplement de relations humaines par ailleurs. De se focaliser dans un premier temps sur la diversité culturelle dans les équipes. On va le voir, il y a certaines cultures nationales ou grands profils de culture nationale qui existent dans différents pays, qui donnent un certain nombre de guides ou d'informations, ce qui peut être utile d'avoir en tête. De voir que les relations interculturelles peuvent parfois être très dysfonctionnelles, en particulier lorsqu'elles ne sont pas gérées et qu'elles ont commencé à dériver en fait. Une fois que la situation a commencé à s'embourber un petit peu, il y a beaucoup de chances que la situation finisse par se dégrader de plus en plus au fil du temps s'il n'y a pas d'intervention, et j'aurai l'occasion de l'aborder, puis on aura effectivement le témoignage en contrepoint d'une certaine manière beaucoup plus positif de Monsieur Lowe au sein de la société qui nous expliquera comment ça s'est passé chez lui. Et dans un second temps, on pourra s'intéresser plus spécifiquement sur comment favoriser un environnement de travail inclusif et le plus positif possible, en fait, en termes de relations entre collègues, entre personnes. Et là, on va s'intéresser déjà à quelques éléments, quelques biais qui posent problème et dont il est utile de prendre conscience, chacun et chacune, puis également nos collègues, que sont les questions des biais, des stéréotypes et des préjugés, mais aussi des actions qu'on peut commencer à mettre en œuvre pour s'assurer que le climat et la relation qui se construit en fait au travail, au quotidien et au fil du temps, permettent une réelle intégration des personnes et de gérer le volet interculturel, que ce soit dans les aspects parfois conflictuels, parfois liés aux chocs culturels qui peuvent arriver, mais aussi dans les aspects les plus positifs qui sont. Donc voilà un petit peu les sujets qu'on sera amené à aborder aujourd'hui. Sans grande transition, il me semble utile, avant d'aborder moi-même la question des grands profils, des grands profils culturels en fonction entre autres des aires géographiques, peut-être de laisser la parole à Monsieur Lowe, qu'il puisse nous parler justement de comment ça s'est passé lorsqu'il a été amené à recruter une personne. Quels sont les intérêts et les limites des outils qu'il avait pour recruter et sélectionner la personne, et comment s'est passé le début de son insertion. Je vous laisse la parole, Monsieur Lowe. Oui, pardon. Donc oui, le recrutement, mon directeur, comme j'avais déjà fait un stage de tutorat, de tuteur, m'a demandé si ça m'intéressait d'accueillir dans mon équipe un travailleur migrant. Moi, j'ai dit oui avec plaisir. J'aime tous ces challenges comme ça me plaît bien. Et donc, on s'est retrouvés au bureau. Et il m'a présenté un trombinoscope où c'est qu'il y avait une trentaine de personnes. Et il m'a expliqué, on doit choisir 3 personnes. Alors moi j'ai dit, c'est quand même assez délicat de choisir 3 personnes comme ça. Un peu au hasard, on choisit comme on dit dans notre jargon, à la couleur de la chemise, quoi, hein. C'est assez difficile. Donc, on en a pris 3 qui nous paraissaient sympathiques ou voilà, pour qui on avait peut-être une accroche. Et la semaine d'après, on a été convoqué, on avait rendez-vous, pardon, c'était en partenariat avec l'AFPA. Hein. On a été donc à l'AFPA et là, on a rencontré ces 3 personnes que l'on avait choisies sur photo. Et les seuls et uniques renseignements que l'on avait avant, c'était leur date de naissance, nom, prénom et leur pays d'origine. Et depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois en France. Voilà. C'est les seuls renseignements que nous avions. Donc, on a rencontré ces personnes-là. On a essayé de communiquer. Ça a été très difficile parce que, barrière de la langue, hein, vous imaginez bien un Afghan ou quelqu'un comme ça qui est en France depuis 2 mois, 3 mois, linguistiquement, c'est très difficile, quoi. Donc, on a essayé d'échanger comme on a pu, d'en savoir un petit peu plus sur les personnes.
Et à la fin, ben, on a dit, ben, voilà, on prend Monsieur Kadir, qui lui était éthiopien, réfugié politique. Voilà. On l'a choisi comme ça, parce qu'il nous paraissait sympathique. Il avait un sourire, enfin, il nous paraissait très sympathique. Voilà, on l'a choisi comme ça, quoi. Mais ça met mal à l'aise, si vous voyez ce que je veux dire. De choisir quelqu'un dans ces conditions-là, c'est assez difficile, quoi. Et après, sur les deux autres que l'on a eus, c'était deux Afghans, les deux autres, et il y en avait un qui était très, très porté sur la religion. Sa première question a été est-ce qu'on peut faire la prière pendant les heures de travail? Vous voyez? Donc, c'est ce que je disais à M. Rivaux, c'est pour ces migrants de culture musulmane très forte, ce qui est difficile, c'est arriver à leur faire comprendre et intégrer ce qu'est notre pays de par la laïcité et la démocratie que l'on a en France. Il y a beaucoup de dialogue à faire là-dessus, vous voyez, pour leur faire comprendre ce que c'est que la laïcité, que la religion. Nous, dans notre profession, on a beaucoup de musulmans, ça se passe très très bien, mais il ne faut pas que ça empiète sur le travail. Vous voyez, pour moi, le plus dur, c'est ça à faire arriver à comprendre, quoi, à ces gens-là, ce côté-là. Et ensuite, on a été de nouveau à l'AFPA 2 semaines plus tard, où là, il y avait le préfet de la Haute-Garonne qui nous a reçus et qui a essayé d'échanger lui aussi comme il a pu avec tous ces gens-là. Et ensuite, ben, voilà, on a signé les contrats et tout ce qui était le côté administratif pour les embauches de ces personnes-là. Voilà comment s'est passé donc notre première rencontre avec Monsieur Kadir Feto. Merci beaucoup, Monsieur Lo. Donc, on le voit, il y a quand même pas mal de choses assez riches d'ailleurs dans votre témoignage. Bon, peut-être une des premières choses à dire, c'est qu'il y a quand même une certaine forme d'exception, c'est-à-dire que le recrutement de travailleurs migrants ne se passe pas forcément toujours aussi facilement d'un point de vue administratif ou en termes de fluidité, parce que vous êtes dans un secteur d'activité qui est en tension, en fait, et qui est considéré comme en tension de facto, ce qui facilite d'une certaine manière les démarches, mais on voit bien qu'il y a un certain nombre de réflexes qui sont un peu perturbants par rapport aux habitudes managériales, aux habitudes RH, où effectivement on a l'habitude de recruter sur profil, en fonction de compétences, en fonction d'un certain nombre de critères, et que là, effectivement, le principal élément que vous aviez, c'était réellement l'apparence physique de la personne, qui peut parfois être considérée comme discriminatoire, si c'est le seul critère qui est pris en compte habituellement, effectivement, en termes de droit. Et une des choses qui me semblait intéressante dans ce que vous disiez, c'est qu'effectivement, il y a une spécificité du modèle français, notamment au regard du fait religieux et du fait religieux dans la société et en entreprise, qui est la laïcité et la neutralité. Alors, neutralité dans le secteur public, laïcité, c'est pas tout à fait la même chose, c'est un peu plus ouvert dans le secteur privé, mais qui effectivement interpelle un certain nombre de travailleurs, de travailleuses étrangers qui viennent en France et qui n'ont pas du tout la même relation à la place de la religion dans leur vie privée, publique ou même professionnelle, tout à fait, et qui fait un petit peu rupture. Plus une autre spécificité en France, qui est connu pour avoir un modèle que l'on dit assimilationniste. C'est-à-dire qu'en gros, d'une certaine manière, les autres personnes, n'importe qui peut être notre ego, d'une certaine manière, à condition de se déposséder d'une partie de sa culture. Ce qui n'est peut-être pas toujours un avantage, mais qui fait partie des grandes tendances que l'on voit dans les relations en France et dans l'intégration de travailleurs migrants, et qui pose un certain nombre de questions.
Sur la question de la religion, ce n'est pas l'objet premier de nos échanges aujourd'hui. Néanmoins, si vous êtes intéressé par le sujet, quelques informations qui peuvent être utiles. Je vous invite à vous référer, il est gratuit. Vous pouvez le télécharger sur Internet au guide de l'AFMD, donc de l'Association française des managers de la diversité, sur le fait religieux au travail, qui donne à voir plusieurs positions possibles et différentes en fait, sur le sujet, puisqu'effectivement, en fonction des entreprises, les positionnements peuvent être différents et le droit encadre assez précisément ces différents sujets. L'idée directrice étant que dans le secteur privé, il y a la liberté de conviction, il y a la liberté d'une certaine manière d'expression, mais sous réserve de ne pas faire de prosélytisme, sous réserve du respect des intérêts de l'entreprise, de son bon fonctionnement au sein des équipes, vis-à-vis de la clientèle et surtout aussi vis-à-vis des impératifs de sécurité. On a pu le voir, par exemple, par rapport à d'autres modèles comme le modèle anglais, où une personne sikh sur un chantier peut se permettre de ne pas porter un casque. En France, on a le droit d'obliger une personne à porter un casque si elle refuse de porter un casque pour motif religieux ou autre, hein, d'ailleurs, et de la licencier. Et il est vrai que ça fait partie des petits éléments qui comptent énormément dans la vie, dans les relations de travail. Puis aussi par rapport aux obligations de l'employeur, tout simplement, et des responsables d'équipe sur les chantiers, de faire respecter ces impératifs de santé et de sécurité pour lesquels, sinon, de toute façon, ils peuvent se retrouver responsables devant les tribunaux. Avant de poursuivre sur la question des grands modèles, puis comment est-ce qu'on peut commencer à se poser des questions, j'aimerais justement vous inviter à me dire si vous avez quelques témoignages, des réflexions ou des questions que vous aimeriez nous poser, que vous aimeriez aborder dans le cadre du webinaire d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des grands sujets qui vous interpellent ou vous questionnent? Côté, comment dire, c'est de savoir déjà comment faire pour pouvoir aider ces gens-là à progresser dans la barrière de la langue, vous voyez, ce à quoi ils peuvent prétendre en droit, à la formation, divers stages, ainsi de suite. Le cas de la personne que j'ai eue s'est débrouillée toute seule, a été demandeur assez rapidement, hein, au bout d'un an et demi. Mais c'est très compliqué pour eux de progresser linguistiquement, même si l'AFPA leur avait donné des cours de français. Mais bon, c'était difficile parce qu'ils avaient environ, nous, il avait 3 semaines en entreprise et 1 à 2 semaines avec l'AFPA. Sachant qu'en plus, ils avaient aussi la partie technique pour le génie civil ou la maçonnerie. Donc pour moi, je pense qu'il y aurait se diriger vers ce côté-là, sur le côté de l'apprentissage de la langue française, qui n'est pas simple pour eux. Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires avant qu'on aborde les grands profils culturels, ou en tout cas les grands enjeux? Non, j'en ai pas qui me viennent en tête. Peut-être au fur et à mesure de l'avancement, peut-être y en aura-t-il. Un des premiers éléments qui me semble intéressant à avoir et à noter, c'est quand on parle de relations interculturelles, on parle aussi souvent de diversité. Et l'image qui est véhiculée dans la communication des entreprises est une image qui est souvent très, très positive. On le voit à travers l'image de gauche que vous pouvez voir en fait dans le cadre des communications d'énormément d'entreprises, hein, que ce soit dans le cadre de pubs à destination du grand public ou même simplement sur les sites de recrutement. On voit aussi des termes qui sont associés. Vous avez sur le schéma avec le nuage de mots, un certain nombre de mots qui sont couramment associés pour un certain nombre de responsables diversité ou questions de diversité. On voit la notion de richesse, de différence, etc., mais aussi des enjeux de cohésion, d'ouverture et des difficultés parfois de publicité ou de management, parce que ça ne se fait pas tout seul, le management interculturel, le partage au sein des équipes. Tous les secteurs d'activité ne sont pas concernés tout à fait de la même manière avec les mêmes enjeux en fonction des niveaux de qualification des personnes, en fonction de leur degré d'intégration, en fonction aussi
de leur connaissance des pays ou des cultures. Il y a des personnes qui maîtrisent déjà la langue, quand bien même étant primo-arrivants, et ça facilite effectivement, au moins ça enlève l'obstacle de la barrière de la langue. Il y a un certain nombre d'aires, on peut penser par exemple à un certain nombre de pays européens ou même du monde anglo-saxon où les personnes, on a quand même des référents qui sont relativement communs sur un certain nombre de points, ce qui peut faciliter facilite la compréhension et les connaissances, même si on ne fonctionne pas forcément tous et toutes de la même manière. Mais on sait en tout cas que les différences, que ce soit liées aux questions culturelles, aux représentations qu'on projette sur les autres personnes, que ce soit du fait de l'origine qu'on leur pose, qu'on leur connaît, ou même simplement de leur couleur de peau, ont un impact en termes de discrimination, qui a un impact derrière sur leurs relations, dans les relations quotidiennes, mais aussi au travail. On aura l'occasion de le voir brièvement avec quelques éléments liés aux défenseurs des droits. Un des premiers éléments qui me semble important à partager, c'est des éléments qui sont assez connus. Peut-être est-ce que vous les avez vus, qui sont des travaux qui ont été faits par un chercheur et son équipe, qui s'appelle Gert Hofstede, sur les modèles de culture nationale. Ce modèle a un intérêt, c'est qu'il permet de donner à voir le fait qu'en fonction des pays d'appartenance, on n'a pas tous été socialisés de la même manière, on n'a pas forcément tous exactement les mêmes relations. Ça, c'est plutôt une invitation justement à, non pas à dire et à essentialiser les personnes, mais de dire, voilà, si une personne vient des États-Unis ou de France, elle va se comporter comme ça. Ou si une personne vient d'Asie, de tel pays d'Afrique ou d'Australie, elle va se comporter comme ça. Mais plutôt de se dire que il y a un certain nombre de personnes, en particulier les migrants, quand on est en France, ou les Français quand ils sont amenés à migrer, peuvent avoir des manières de voir, des manières de se comporter qui peuvent être différentes et des rapports à travers différentes dimensions. Différents qui vont structurer les relations entre les personnes. Vous avez notamment la question du rapport à l'individualisme et au collectivisme, qui n'est pas du tout les mêmes en fonction des pays, mais aussi de l'expérience de vie des personnes, tout simplement. Vous avez le rapport à la féminité ou à la masculinité, des différences dans les rapports de genre ou de sexe qui peuvent être extrêmement marqués ou beaucoup moins en fonction des pays, même si on sait que à peu près partout dans le monde, malheureusement, le sexisme existe et est amené à se traduire quotidiennement. Il y a des différences dans le rapport au pouvoir. Le chef a dit on fait, ou une plus grande proximité, le fait de pouvoir tutoyer les personnes, d'oser interpeller ou dire à son chef ou sa chef qu'elle fait erreur ou qu'il y a un risque par rapport à ce qu'elle dit, c'est pas forcément évident dans un certain nombre de cultures, ça l'est beaucoup plus dans d'autres et ça a un impact sur les relations. De même que le rapport au oui n'est pas forcément tout à fait le même. Certaines personnes peuvent dire, dans le cas des relations interculturelles, on a pu voir que certaines personnes peuvent dire oui tout en pensant non. On a l'image du oui-non indien, mais ça existe dans un certain nombre d'autres pays, et ça existe même d'ailleurs parfois en France, de la part d'un ou d'une subordonnée vis-à-vis de son chef qui va dire oui avec un ton particulier. On comprendra bien qu'il y a ambiguïté sur la nature du oui et la rapidité avec laquelle la tâche va être faite. Donc on voit bien qu'il y a une part culturelle, mais pas uniquement qui se construit. On le voit aussi dans un rapport à l'incertitude qui n'est pas forcément du tout le même. Pour avoir travaillé sur un papier autour d'un terrain, par exemple, avec des personnes qui venaient du Maghreb, et là, cette fois-ci, c'était l'entreprise qui envoyait des cadres et des managers français manager des équipes locales. On voyait l'usage du Inch'Allah ou du Abdulillah, etc., aussi Dieu le veut, par exemple, qui structurait un certain nombre de réponses et d'échanges et des rapports justement aux échéances ou à un certain nombre d'éléments qui n'étaient pas forcément tout à fait le même. Si vous allez en Afrique, par exemple, dans certains pays, ils vont pas du tout avoir le même rapport au management. Si vous pratiquez ce qu'on appelle parfois le management de papier, le fait d'envoyer des mails, des directives, etc., que les gens sans forcément les connaître, échanger avec eux, vous avez moins de chances de voir les demandes et les requêtes que vous faites aboutir tout bêtement. Parce que les rapports ne sont pas tout à fait les mêmes dans les relations, dans le rapport en termes de proximité, dans le rapport en termes d'échange à distance, ou ainsi de suite, et dans les relations qui se bâtissent. On le voit aussi à travers justement des orientations court terme, long terme, ou un rapport à l'indulgence qui est différent. Vous avez quelques schémas ici, quelques grandes cartes qui sont issues justement des typologies qui ont été établies par Gert Hofstede et son équipe. Le but n'est pas de les détailler un par un, ça prendrait trop de temps, ce serait pas intéressant, mais vous voyez bien, ne serait-ce que par les effets de contraste et les éléments qui sont évoqués, qu'il y a quand même
de grandes variations d'un pays à l'autre ou d'une structure à l'autre. Et ça compte tout de même, effectivement, dans les relations au travail en fonction de qui on recrute. Quand je vous dis ça, je ne vous dis pas recruter quelqu'un de tel pays parce que cette personne-là va se comporter comme ça et c'est bien ou c'est mal, et ainsi de suite. C'est vraiment pas l'idée. Et c'est simplement qu'il faut prendre conscience, effectivement, qu'on a été socialisé, qu'on a baigné dans des cultures différentes et qu'on a tendance à trouver naturel des choses extrêmement différentes en fonction des lieux où on est né, où on a grandi. Et que ça a un impact aussi dans les relations quand on accueille quelqu'un qui vient justement d'un autre pays, qui a immigré. Donc, vous avez quelques cartes qui illustrent. Normalement, on pourra partager avec vous un certain nombre de supports, donc vous pourrez en prendre connaissance plus précisément. L'autre élément à prendre en compte, c'est que au travail, on a tendance à beaucoup voir les façons d'agir et les façons d'agir différentes des autres et à lire la relation à travers ces façons d'agir différentes, soit les modes de vie, les lois, les coutumes, les institutions, les manières de travailler, les rituels, les expressions, le fait de tutoyer, vous voyez, etc. Il y a énormément d'éléments qui sont structurants mais qu'on ne voit pas. Les façons de penser et de ressentir, par exemple. Vous parliez, par exemple, tout à l'heure du fait de regarder la personne dans les yeux ou pas. Vous disiez que certaines personnes en France pouvaient se sentir interloquées du fait de voir des personnes qui avaient le regard fuyant. À l'inverse, il faut aussi penser que de l'autre côté, il est probable que les personnes afghanes que vous évoquez se soient senties agressées au départ ou se sentent agressées lorsqu'on la regarde fixement. Et ça, on ne pense pas forcément à l'autre ou à ces aspects-là de la relation dans les échanges et les relations interculturelles. Donc le fait juste de se rendre compte que les autres se comportent différemment et ça nous perturbe, ça nous choque, ça nous étonne, ça nous inquiète ou alors ça nous amuse, est une source de questionnement qui peut être utile justement pour pouvoir en parler et puis pouvoir expliquer et se rendre compte que là, il y a peut-être des codes ou des éléments à expliquer pour mieux comprendre l'autre et s'étonner justement du fait que l'autre ne fonctionne pas comme nous on a l'habitude de fonctionner, mais aussi expliquer à l'autre pourquoi nous on se comporte comme ça et pourquoi si on la regarde fixement, c'est pas pour la choquer ou c'est pas parce qu'on est dans une logique d'agression ou une volonté d'imposer notre autorité, mais c'est parce que c'est aussi comme ça que ça se fait, qu'on a appris à le faire chez nous et que les codes sont pas forcément tout à fait les mêmes. Et c'est réellement, je pense, à travers justement des choses toutes bêtes, mais ces étonnements-là et les émotions qui se manifestent dans le cadre des relations interculturelles, que vous aurez peut-être des sources d'étonnement et de dialogue qui permettront justement de construire la relation, plutôt que de la laisser s'écarter, se détruire au fur et à mesure, parce que l'autre ne fonctionne pas du tout comme vous ou comme nous, et que l'on va parfois avoir tendance à arriver dans des relations qui peuvent être dysfonctionnelles. Très brièvement, je me permets de partager quelques chiffres avec vous. C'est des statistiques qui sont disponibles de la part du Défenseur des droits, qui ont été diffusées sur l'exposition des personnes à la discrimination en fonction d'un certain nombre de critères. Le Défenseur des droits étant une institution qui accompagne les personnes qui sont discriminées, y compris jusque devant les tribunaux, en tout cas en rôle de conseil et d'information, voire d'interpellation des entreprises. On voit que dans le cadre d'un baromètre qui a été fait et qui est régulièrement renouvelé, près d'une personne sur 4 dit avoir fait l'expérience de propos de comportements sexistes, homophobes, racistes liés à leur religion, handiphobes ou à l'état de santé au cours des 3 dernières années. Donc c'est quand même assez significatif, même si sur ces 25% de personnes, il y a 8% au total qui disent avoir rarement fait ces expériences-là. Et si vous regardez, il reste tout de même 17% de personnes qui sont régulièrement ou parfois, souvent ou très souvent exposées à ce type de comportement. Quand on regarde plus précisément les statistiques en fonction des types de publics, on voit qu'il y a différentes variables qui ont un effet, c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Le fait d'être un homme et une femme, le fait d'être un homme handicapé, ou enfin en situation de handicap, ou une femme en situation de handicap, d'origine étrangère ou non, en fonction des origines, ou avec telle ou telle couleur de peau, a un effet extrêmement important sur le degré d'exposition à ces comportements-là, voire à la discrimination. Et ça, c'est utile ne serait-ce que de le savoir, parce qu'il y a des tas de choses qu'on n'est pas amené à vivre quand on est issu de ce qu'on appelle communément la population majoritaire, que d'autres vivent et voient et qu'on n'a pas forcément conscientisé, et qui vont
interpeller d'autres personnes qui sont, elles, beaucoup plus souvent victimes de ces situations, qui parfois vont avoir même tendance à interpréter des discriminations lorsqu'il n'y en a pas. Parce que la décision n'a pas été suffisamment bien expliquée, parce que les critères, l'objectivité des critères qui ont été mis en jeu n'ont pas suffisamment été évoqués. Et ça peut rajouter de la tension au sein des équipes. Vous l'avez bien compris si vous faites l'inverse, que vous expliquez, que vous légitimiez votre décision, vos critères de recrutement, le fait d'attribuer ou pas une formation, un congé, le fait d'accepter ou pas tel ou tel comportement au travail, de le faire religieux ou pas. Ça permet justement de casser ce sentiment de discrimination. Ce ressenti qui n'est pas forcément illégitime, parce que, comme vous le voyez ici, il y a des personnes qui sont amenées à vivre très régulièrement, une personne sur deux pour certains types de publics, ce type de comportement qui peuvent être problématiques et créer effectivement une sensation de rejet et des effets par la suite. Le défenseur des droits parlait de discrimination, mais il n'y a pas que ces éléments-là qui jouent. Il y a toutes les questions des propos et des comportements problématiques. Il y a les remarques, les blagues, etc. Il y a la question de la discrimination, il y a aussi la dévalorisation du travail. On aura l'occasion de le voir très brièvement à travers un exemple. Vous pourrez lire l'article précisément si ça vous intéresse. Mais parfois, on a tendance, consciemment ou moins consciemment, à survaloriser ou à dévaloriser le travail de personnes en fonction de certains de leurs critères. Le fait que ce soit des hommes, des femmes, leur âge ou même leurs origines. Et donc là, on retombe bien sur les questions d'interculturel. Quand on regarde la situation, ces trois situations-là ne sont pas forcément vécues au même moment, mais c'est assez courant qu'il y ait au moins deux de ces trois facteurs-là. C'est ce que vous voyez à travers le chevauchement des cercles verts, jaunes et rouges. Et vous voyez bien que parmi ces éléments-là, il est assez courant que si, par exemple, vous vous rendez compte qu'au sein d'une équipe, le travail d'une personne est dévalorisé, peut-être est-ce que c'est le signe qu'elle est aussi victime de comportements problématiques par ailleurs. Ce ne sera pas systématique, mais ça invite aussi à vous interpeller pour pouvoir être amené à gérer ces situations-là. D'une manière générale, je ne vais pas détailler les statistiques, parce qu'ils sont à nouveau des défenseurs des droits, mais cette fois-ci, non pas sur les comportements problématiques, mais sur la discrimination en tant que telle, et le ressenti de discrimination. On voit que dans la population active, à partir d'un échantillon représentatif de la population française, une personne sur trois dit avoir été discriminée au cours de sa carrière. Et on voit à nouveau l'effet de l'intersectionnalité, l'effet de la combinaison des critères de discrimination qui fait que plus on cumule de critères, plus on est exposé, amené à vivre et à ressentir les situations, parfois même à les interpréter comme étant discriminatoires, lorsqu'elles ne sont pas dans un cadre où elles n'ont pas été suffisamment expliquées. Et c'est vraiment cette logique d'ouverture et de dialogue et de justification et de transparence dans les décisions qui permet justement de lever en partie ces difficultés. Je vous dis que je vous parle là, qu'est-ce qui se passe quand ça va très mal. Je ne vais pas vous inviter à lire l'article tout de suite. Je pourrais le faire par la suite si jamais ça vous intéresse. Ce que je vais vous dire par la suite, c'est quelques éléments qui sont issus en fait des travaux d'un sociologue qui a fait ce qu'on appelle de l'observation participante. Pour faire simple, il s'est fait embaucher sur un chantier en 2001 de mémoire, il a publié en 2008 le résultat de ses observations, sachant que lui-même travaillait sur le chantier et a étudié les relations entre les personnes. Et là, on va voir d'une certaine manière qu'est-ce qui se passe quand une situation commence à déraper et qu'elle n'a jamais été gérée en tant que telle, quoi. Et quelles sont les conséquences possibles sur l'entreprise, sur les équipes, sur le travail, sur la performance et sur les personnes elles-mêmes. Parmi les éléments importants et les principaux enseignements, on voit qu'il y a, alors ça date un petit peu, hein, c'est peut-être plus tout à fait le cas aujourd'hui, mais dans le cadre du bâtiment qui a été étudié, mais ça peut être dans d'autres secteurs en France, un effet de ségrégation professionnelle qui lui découle de logique de cooptation. Vous le savez peut-être, mais à une époque, on allait recruter des personnes qui venaient du même village ou des mêmes relations familiales, parce que les personnes, on avait besoin de main-d'œuvre et ça facilitait la cooptation, comme elle existe en France aussi, le recrutement de nouvelles personnes. Et puis les personnes étaient prêtes plus facilement à apprendre leur métier, à apprendre leurs techniques qu'elles avaient apprises à des personnes qui leur étaient proches d'une certaine manière. Ce qui a créé parfois l'image de Portugais, roi du bâtiment, coffreur ou chef d'équipe, de Maghrébins, vindicatif, entre guillemets, ou ferrailleur. Je dis vindicatif, hein, c'est ce qu'il a identifié dans le cadre de son terme. Ce n'est pas simplement moi qui m'amuse à la connaître. Ou de Maliens plutôt réduits dans les métiers, dans les charges ou des tâches les plus pénibles, par exemple. Maniement du marteau-piqueur ou du nettoyage des outils, des sites, etc. Il a identifié aussi un cumul entre la discrimination et la précarisation des personnes, qui génère des conflits. Les personnes sont assassinées en parole, entre guillemets. C'est le fait, par exemple, de réduire une personne
a une origine et ne pas la considérer en tant que personne, donc dire les Mamadou plutôt que pour désigner tous les manœuvres noires plutôt que leur prénom, c'est le fait de dénigrer systématiquement le travail d'une personne et de le critiquer combien même il peut être correctement fait ou bien fait. Ça peut créer des relations intergroupes qui vont être de plus en plus conflictuelles, de plus en plus compliquées, et se traduire, ce que vous avez là dans l'enseignement 4, par un certain nombre d'effets qui vont rajouter des tensions sur un chantier ou dans une équipe, hein, parce que là, c'est étudié dans le chantier, ça peut être dans d'autres contextes. Absentéisme et arrêt maladie. On a quand même, dans le cadre de ce qu'il a observé, une personne qui s'est tapée sur le doigt avec un marteau pour ne plus aller au travail, avoir un justificatif, parce qu'il allait mal au travail, il ne se sentait pas bien, avoir un justificatif de la part de son médecin pour pouvoir être en arrêt maladie. Un turnover plus important, des désengagements ou des freinages, c'est des choses toutes bêtes, hein, mais c'est des personnes qui ne vont pas à l'heure ou qui ne préviennent pas quand ils ne viennent pas sur un chantier ou sur site pour travailler. Et vous imaginez la réaction des managers derrière qui est de resserrer la vis de plus en plus, ce qui remet un coup dans le cercle un peu vicieux de ces relations qui ont tendance à se tendre. Et parfois même, ça peut aller jusqu'à, si on est purement dans une logique client, de la malfaçon. Les personnes qui vont moins bien faire ou mal faire leur travail parce que c'est l'une des dernières manières qu'elles ont de résister, puisqu'étant intérimaires, en fait, on peut les remplacer facilement d'un jour à l'autre, d'un chantier à l'autre, ou ainsi de suite. Ça a un impact aussi sur la santé physique et mentale, et là j'insiste sur le sujet, on a eu l'occasion de le voir à travers différentes études, le racisme ou les questions de discrimination a un impact sur la santé physique des personnes, peut provoquer des troubles du sommeil, de la dépression, un impact sur la santé psychologique. Je ne vais pas revenir plus précisément dessus, mais c'était juste pour souligner les enjeux de qu'est-ce qui se passe quand c'est mal géré, qu'est-ce qui se passe justement, qu'est-ce qu'on a intérêt à faire justement pour mieux gérer les situations. Et à ce titre-là, il me semblait justement, Monsieur Lowe, intéressant que vous puissiez justement témoigner de tout ce que vous avez fait chez FH et de comment s'est construite la relation avec votre collègue. Alors au début, les premiers jours où je l'ai eu, j'ai beaucoup basé sur le dialogue, voir d'où il venait, qui il était, sa famille, qu'il me parle de son pays. Moi, en même temps, je lui parlais de la France, les coutumes, enfin, tout ce qui était plus ou moins personnel à nous deux aussi. On a beaucoup échangé, c'était très bien. J'ai appris beaucoup de choses sur son pays, en fait, que je me suis rendu compte que je ne connaissais absolument pas. Et ensuite, au niveau de l'intégration professionnelle, je l'ai pas mal axé sur la sécurité au départ, pour bien lui expliquer que dans les bâtiments de travaux publics, génie civil, pour nous en l'occurrence, c'est très accidentogène comme métier. Et donc, je l'ai beaucoup axé sur la sécurité, qu'ils comprennent le port des vêtements, les montées avec les échelles, enfin, vraiment les bases de la sécurité. Et ensuite, très rapidement, les équipements, je l'ai équipé de la tête aux pieds, au même titre que les gars qui sont chez nous depuis plusieurs années. Donc, on est allé ensemble au dépôt. Je lui ai donné les vêtements en plusieurs exemplaires parce que c'est très salissant aussi chez nous. Et c'était marrant de le voir. Il était fier voyez, d'être habillé comme les autres, d'avoir les mêmes chaussures, les mêmes vêtements floqués avec écrit FH Génie Civil. J'ai senti une certaine fierté. Donc, je le sentais là vraiment impliqué. Pareil pour le petit matériel, vous savez, on a des mètres, des tenailles, des marteaux, les gants, enfin tout ça. Je lui ai acheté tout neuf. Alors là aussi, il était très content. Il se sentait vraiment impliqué. Et tout de suite, les autres gars de l'équipe l'ont accompagné aussi dans ce sens-là. Bon, on en avait discuté ensemble sur le côté sécurité aussi, c'est très important.
et après lui apprendre le nom de l'outillage, de façon à dialoguer le plus rapidement possible et le plus logiquement possible dans la partie technique. Puis après, nous mangeons tous ensemble dans un réfectoire. Et là, c'est pareil, il y avait de très bons échanges, c'était rigolo, quoi. Et j'ai senti qu'il s'est vite senti intégré. Ça a été le déclic. De suite, il était très réservé et très rapidement, il s'est mis à parler, bon, comme il pouvait avec ses mots, mais il cherchait le dialogue avec plein de personnes. Pour en revenir aux différences de culture aussi, on a des vestiaires où on arrive habillé en civil et on se change et on se revêt de la tenue eiffage. Et Kadir était très gêné de se déshabiller devant les gars. On voyait que c'était pas dans sa culture, quoi. Et là aussi, très rapidement, il a compris que personne n'avait de regard sur l'un ou l'autre, et ça s'est très bien passé. Mais au début, on le sentait très gêné, quoi. Et ensuite, les gars ont bien joué le jeu aussi pour lui apprendre à se servir de tous les outillages que l'on utilise. Ils l'ont accompagné. Ils ont pris du temps pour lui, ce qui est très important. C'est quelques minutes, hein, lui expliquer comment marche telle ou telle machine, comment on procède pour s'en servir, pour maintenir les choses, l'outillage, tous les appareils que l'on a. Donc, ils ont pris le temps, ils lui ont expliqué, ils l'ont pris avec lui des fois pendant 10 minutes ou 1 heure pour lui montrer, lui regarder, et après, il le lui faisait faire. Et il a très vite compris. J'ai été même surpris la façon dont il a pu comprendre assez rapidement toutes ces subtilités du métier. Voilà. Et ensuite, comment dire, j'ai essayé assez rapidement de le responsabiliser un petit peu, vous voyez, de lui donner des tâches en le laissant tout seul pour qu'il se sente là aussi intégré et pour qu'il progresse. Et il a vite progressé là aussi, quoi. C'est quelqu'un qui se sentait réellement intégré. Voilà. Et après, au niveau aussi de l'intégration, il avait un appartement qui était à l'autre bout de Toulouse. Et donc, il fallait qu'il prenne le métro, le bus. Alors, un coup, il y a grève, un coup, bon, c'est un peu compliqué parfois les transports en commun. Et il s'est rapidement arrangé avec les gars, enfin, les gars l'ont arrangé, pardon, pour aller le récupérer chez lui et faire du covoiturage. Vous voyez ? Donc, ça aussi, c'était bien parce que les gars ont vraiment joué le jeu dans ce sens-là, quoi, dans le sens de l'aider. Et ils étaient très sympas avec lui, quoi. Voilà, ça a beaucoup aidé, quoi. Ensuite, au niveau de l'intégration aussi, il fallait qu'il se loge. Donc ça, c'était plus simple. Donc, on y a donné quelques contacts. L'entreprise Eiffage, de par Eiffage Construction aussi. Bon, on fait jouer un peu les relations, hein. On y avait trouvé un appartement et lui, entre-temps, il avait fait ses recherches. Bon, on l'avait aidé un peu. Et finalement, il s'est trouvé un appartement tout seul. Vous voyez ? Bon, là, on l'a un peu aidé quand même, mais il s'est bien débrouillé avec des amis parce qu'il avait rencontré aussi une communauté éthiopienne sur Toulouse. Donc, il s'est débrouillé un peu aussi avec eux. Et rapidement, il s'est procuré un appartement. Là, on
l'a aussi un peu aidé pour se meubler, il s'est acheté un petit canapé, donc il fallait le transporter. Donc, bon, on l'a aidé aussi à transporter le canapé pour qu'il s'évite des frais de transport. Et après, donc, il s'est rapidement donc, trouvé cet appartement. Et là aussi, il était très fier d'avoir son petit appartement. Il était autonome, quoi. Il était, il était bien chez lui. Voilà pour le plus gros de l'intégration au sein de l'entreprise. Ce que je trouve super intéressant dans ce que vous dites, c'est que ça passe aussi par plein de choses simples, mais qui sont super importantes et signifiantes en fait. Parce que dans ce que vous dites, il y a plein d'éléments qui jouent. Une des premières choses à ne pas oublier, c'est qu'une personne migrante, souvent quand elle vient, elle peut se sentir isolée. Elle peut se retrouver isolée, effectivement, et pas avoir de personnes qui vont pouvoir l'aider à déménager, l'aider à acquérir des codes et ainsi de suite. Ce rôle-là, acquérir des codes, savoir comment se débrouiller dans les démarches, etc., c'est pas forcément quelque chose qui revient à l'entreprise. L'entreprise peut le faire parce que ça va faciliter, l'équipe peut le faire parce que ça va faciliter les relations. Effectivement, c'est là où le rôle des associations locales, des structures vers lesquelles on peut orienter les personnes, peut jouer à plein et avoir un rôle qui va faciliter les choses parce qu'effectivement, quand on est amené à changer de pays, il y a toute la question de la culture, mais aussi toutes les questions bêtement matérielles, administratives, etc., qui jouent énormément dans la relation, qui a un impact derrière sur le travail. S'il faut visiter des appartements à telle heure et qu'on n'a pas trop le choix, ainsi de suite, ou faire des démarches administratives, il se peut qu'on n'arrive pas à l'heure ou qu'on ne soit pas disponible à un moment donné. Sauf que si on ne le fait pas, on peut très bien ne pas avoir de logement et donc se retrouver avec des difficultés énormes pour bien travailler par la suite. Donc il y a réellement une interpénétration qui existe et qui a lieu entre le privé et le travail d'une certaine manière. Un des autres éléments que vous dites, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit bien qu'il y a des choses qui peuvent nous sembler banales, habituellement, qui ne le sont pas forcément pour d'autres. Et en fait, on rend compte, puis de normaliser et d'en discuter, c'est des choses qui permettent effectivement de faciliter l'intégration des personnes. Et on voit bien que le chemin se fait à deux, en fait. Vous dites, je l'ai responsabilisé, on allait vers plus d'autonomie, mais aussi l'équipe l'a accompagné, lui a montré les choses, etc. Et en fait, tout bêtement, chacun de ces actes ou chacun de ces éléments bâtit une relation de confiance et bâtit une relation qui permet de progresser, en fait. Là où, à l'inverse, un peu comme on l'a vu un petit peu plus tôt à travers le témoignage de ce qui peut se passer par ailleurs également dans votre secteur d'activité, ou ce qui a pu se passer en tout cas au moins auparavant dans certains chantiers, où on a des relations qui sont conflictuelles, malheureusement un conflit, quand il n'est pas géré et que les éléments poils à gratter ou énervants finissent par se cumuler au fur et à mesure, bâtissent à l'inverse des relations de plus en plus compliquées. Si vous projetez dessus des stéréotypes, des préjugés ou des éléments qui vont vous faire dire que telle personne fonctionne de telle manière parce qu'elle est de telle culture ou de tel pays, et que donc, de toute façon, c'est quelque chose qui ne pourra jamais changer, de ce simple fait-là, de ces simples considérations, vous enlevez des chances des possibilités de faire changer et évoluer les choses de manière plus favorable. Et une des choses qui montre bien l'impact des stéréotypes parfois dans nos vies, y compris sur les questions d'origine, c'est une citation qu'on prête à Einstein. Alors ce pauvre monsieur, depuis qu'il est mort, on lui fait prêter beaucoup de choses et des propos qui ne sont pas forcément de lui. Donc, je ne suis pas sûr que ce propos-là soit de lui. Par contre, ce qui est intéressant, c'est plutôt ce que la citation souhaite dire. Vous voyez ici, si la relativité se révèle juste, les Allemands diront que je suis allemand, les Suisses que je suis citoyen suisse et les Français que je suis un grand homme de science. Parce qu'ils ne pourront pas dire que je suis français d'une certaine manière. Si la relativité se révèle fausse, les Français diront que je suis suisse, les Suisses que je suis allemand et les Allemands que je suis juif. Bon, là, ce que l'on voit d'une certaine manière, c'est des relations entre groupes qui se jouent et des représentations, de valorisation, dévalorisation, qui a un impact entre pays, qui a un impact entre personnes de différentes nationalités parfois, qui peut être structurant. On le voit à travers les compétitions de foot, les différentes compétitions sportives ou dans d'autres domaines, qui construisent les relations. Tous ces éléments-là peuvent être problématiques qui viennent d'un mode de fonctionnement qu'on a tous et toutes, qui a un gros avantage, c'est qu'il permet de réagir vite face à des personnes ou des situations qu'on ne connaît pas, mais qui sont un peu prédéterminées, qu'on hérite du contexte culturel et historique dans lequel on baigne. On a tous et toutes tendance, et d'ailleurs on le voit au moment de notre éducation, au moment de l'enfance, à interpréter et lire le monde à travers des catégories. Lorsque vous prenez un enfant, vous lui apprenez qu'il y a des animaux, des objets, certains sont des véhicules, etc., et des personnes différentes. Et ces catégories-là, en fonction des contextes sociaux, des milieux culturels,
conduisent à des représentations et des comportements qui peuvent être différenciés. Par exemple, on peut très bien, alors on ne va pas jouer à ce jeu-là aujourd'hui, mais vous pouvez faire l'exercice de pensée. Si je vous dis les, mettez ce que vous voulez, sont, mettez ce que vous voulez, vous aurez plein de représentations. Si c'est les femmes, les personnes de tel pays, les questions d'âge, et ainsi de suite. Tout ça, c'est des stéréotypes et ce sont des stéréotypes. À ces stéréotypes-là, qui sont communs et qui sont déterminés souvent par notre socialisation, par la culture dans laquelle on baigne, vont s'accoler ce qu'on appelle des préjugés. En gros, une valeur liée à un stéréotype. Ceux-ci sont comme cela, donc c'est positif, c'est très bien, c'est ce que je cherche. Ou c'est négatif, ou c'est neutre. Le problème de ces modes de fonctionnement-là, qui sont extrêmement rapides et qui nous économisent énormément de décisions et qui évitent d'avoir à passer 10 heures sur est-ce que je serre la main ou pas à cette personne, comment est-ce que je m'adresse à elle, de quelle manière, ainsi de suite, conduit à des comportements qui, par la suite, peuvent devenir discriminatoires et peuvent poser problème. Parce que je vais considérer, par exemple, que certaines personnes, parce qu'elles sont de telle origine, des hommes, des femmes, ou ainsi de suite, sont bien, ou je vais plutôt recruter de manière privilégiée ces personnes-là, ou les favoriser, et à l'inverse, en écarter d'autres. Ça construit des relations, et ça construit des relations de groupe qui peuvent vite devenir problématiques, et qui ont été étudiées en psychologie, par exemple. Il y a de nombreux travaux qui montrent que très jeune, dès 4 ans, on a déjà commencé à endosser un certain nombre de stéréotypes, et que sans en avoir conscience, on a tendance à se comporter de manière différente en fonction des habits que portent les personnes, de leur couleur de peau, les différents éléments. Et c'est des choses qu'on voit aussi au travail. Hein. On ne va pas se comporter de la même manière vis-à-vis de son chef, vis-à-vis d'un collègue qu'on connaît bien, vis-à-vis de quelqu'un avec qui on sent une proximité par rapport à un autre élément. Ça fait partie d'éléments de la vie courante qui peut conduire à des biais et à poser problème lorsqu'ils ne sont pas interrogés. Parce qu'il y a un cycle qu'on connaît plutôt bien, qui a été décommunauté par des approches psychosociales, par exemple, qui est que les stéréotypes créent une division souvent entre nous et eux, qu'on voit particulièrement pour les migrants, hein, mais aussi pour d'autres domaines, qui conduit à généralement une perte de statut social pour les personnes qui appartiennent au groupe eux, qui ne sont pas de mon groupe à moi, et qui constitue la discrimination et renforce l'étiquetage, en fait, la labellisation, et produit des discours. Les ceux-ci sont différents de moi. Les ceux-là sont plutôt les personnes de tel pays se comportent de telle manière. C'est bien, c'est mal, on peut leur faire confiance, ne pas leur faire confiance. Il faut savoir que ces discours-là, qui sont des discours stéréotypés, produisent des discours réflexes en face, qui a un impact. On parle mal de moi ou des gens du même groupe que moi, je vais réagir et je peux sembler vindicatif ou je peux à mon tour dénigrer l'autre groupe et ainsi de suite. Et vous voyez bien que les relations commencent à devenir de plus en plus tendues et compliquées. Tout ça, ça conduit un peu à ce qu'on a vu plutôt des logiques d'exclusion, de ségrégation, d'intégration ou d'inclusion. Et l'objectif, a priori, dans vos démarches, et c'est très bien, c'est précisément ce qu'a décrit M. Lowe, c'est d'aller vers plus d'inclusion. Déjà, dans le premier temps, lutter contre l'exclusion. J'ai parlé du modèle assimilationniste français tout à l'heure. Parfois, on a tendance à exclure les autres et on a un groupe qui est plutôt homogène et qui se ressemble beaucoup, et d'autres éléments éparses en dehors. À côté de ça, on a la logique de la ségrégation, qu'on trouve parfois, de manière, je vais le dire de manière beaucoup trop caricaturale, mais dans le modèle considéré comme plus communautariste à l'anglo-saxonne. On va avoir des communautés qui vont vivre les unes à côté des autres. Et ce qui peut poser d'autres difficultés que le modèle simulationniste, hein, qui a aussi ses défauts, mais qui vont faire qu'on pourra avoir plusieurs groupes, qui vont coexister sur un même espace, par exemple, ou sur des espaces proches. On peut avoir au sein des équipes des sous-groupes qui vont se former par nationalité, par proximité liée à des hobbies différents, ainsi de suite. Ça va créer des relations différentes. L'idée d'intégration, déjà, c'est de faire en sorte, un peu comme ça a été décrit, que les personnes puissent intégrer, avoir la chance d'accéder au travail et de se sentir et de s'y épanouir au mieux. Ça, c'est l'inclusion. Faire en sorte que la personne ne soit pas simplement essentialisée et lue à travers son sexe, son âge, son pays d'origine, sa culture supposée, mais ait la possibilité de l'exprimer, sans forcément que ce soit quelque chose de très déterminant, que ça vienne impacter trop fortement, en tout cas négativement, les relations entre collègues, mais puisse se sentir reconnue pour qui elle est, mais surtout ce qu'elle fait et les résultats qu'elle obtient, en fait. Et c'est réellement ça qu'il convient de faire, et c'est là où la logique de responsabilisation évoquée par M. Lowe est extrêmement importante.
Je passe sur cette slide, juste une information. Vous verrez peut-être, vous étonnerez peut-être parfois que certaines situations problématiques viennent vers vous très tard, et c'est normal. Les personnes qui sont victimes de discrimination ou d'éléments gênants en général ont plein d'éléments qui font qu'elles ne viennent pas voir leur manager ou leur RH suffisamment tôt. La peur de ne pas être cru, le doute du soutien des collègues ou des supérieurs, la crainte d'être exclu de la sociabilité de l'équipe, de ne plus être invité au café, au déjeuner, au temps de pause, au moment de convivialité, après le travail, etc. L'appréhension de subir des sanctions, la crainte d'être freiné dans sa progression de carrière ou même la peur de perdre son travail, hein, on l'a vu tout à l'heure avec les intérimaires, sont beaucoup d'éléments qui font que les gens hésitent et vont à reculons, vraiment reculons, ou pas du tout aller solliciter leur manager ou leur RH quand il y a un problème. D'où l'intérêt de nouer des relations et de s'intéresser à l'autre et à son travail et de savoir le reconnaître quand ça ne va pas, quand ça va, parce que les deux jouent, de manière à pouvoir favoriser justement ce dialogue et cette intégration. Et dans l'interculturel, c'est aussi cette dimension-là qui va compter. C'est réellement la relation que vous allez établir, la relation de confiance, et ce jeu-là entre accompagner la personne, lui permettre de gagner en autonomie, mais aussi la responsabiliser, être prêt à faire un chemin d'un côté ou de l'autre. On sait que cette démarche-là, elle fait pouvoir écouter et accompagner les victimes, de pouvoir entendre quand elles ressentent des difficultés, et un élément qui est extrêmement important pour les aider à se reconstruire, par exemple, lorsqu'elles ont fait face à des difficultés extrêmement importantes. Je ne vais peut-être pas développer ce point-là. Ce qui me semble essentiel à vous dire pour l'instant, parce que j'aimerais qu'on puisse échanger plus largement et que M. Hulot puisse aussi partager plus largement son expérience, il y a quelques grands enjeux en fait, assez communs qui vont jouer dans les relations interculturelles ou dans les relations, des questions d'inclusion en général qui jouent énormément. La coopération intégrative. Il faut intégrer la personne, aussi accepter qu'elle puisse être différente et avoir des modes de fonctionnement différents. Néanmoins, il y a des normes et des manières de fonctionner en commun qu'il faut aussi endosser et intégrer. M. Hulot l'évoquait à travers les questions de religion, mais ça peut aussi être sur d'autres domaines. Sur le fait d'accepter que des personnes mangent des choses différentes et des méthodes de travail qui ne sont pas les miennes, et le fait de pouvoir justement adopter des nouvelles techniques ou les process de l'entreprise dans laquelle on travaille. S'assurer du respect du principe d'équité et du sentiment de justice pour la personne. Donc expliquer effectivement pourquoi on fait comme ça. Pourquoi est-ce qu'on accepte ou on refuse telle ou telle demande, telle ou telle promotion, telle ou telle formation, tel ou tel élément. Chercher un équilibre entre unicité et partage. On est tous différents les uns des autres, on est tous différents les uns des autres, mais on est amené à partager et à vivre des choses ensemble au travail. Autant faire en sorte que ce soit le plus positif ensemble possible. Et s'assurer de la transversalité des actions, donc s'assurer que les actions qui sont conduites puissent l'être pour le plus grand nombre possible. Tous ces éléments-là, ça conduit en général à un mieux-être des personnes individuelles et au travail, à une meilleure performance sociale des entreprises et à une meilleure performance économique. Ne serait-ce que parce que la personne, se sentant intégrée, a envie de faire plus d'efforts, et se sentant intégrée ne va pas se désengager, commencer à parler mal d'un collègue, construire des relations qui au final vont finir par devenir négatives. Donc ne serait-ce qu'en traitant correctement les personnes et en cherchant à les intégrer, on a déjà fait l'essentiel du travail. Monsieur Hulot, je ne sais pas si vous voyez des choses à ajouter, à compléter, avant qu'on ouvre les échanges. Oui, c'est très important au niveau de l'intégration, il faut que ces personnes se sentent réellement concernées et intégrées au sein des équipes. Et même après le travail, vous voyez, de marcher ensemble, de discuter, le covoiturage, de s'entraider dans ce sens-là. Et puis même, qu'à dire, moi, il savait qu'il pouvait m'appeler tout le temps pour des conseils ou des choses comme ça, le week-end, s'il avait des soucis, vous voyez, qu'il ne se sente pas seul dans la société, civile ou professionnelle, mais il ne faut pas qu'ils se sentent seuls, ces gens-là. Ça, c'est très important. Et très rapidement, je me suis rendu compte qu'il avait pris le numéro de téléphone de pas mal de gars de l'équipe. Donc, ils s'appelaient ou ils allaient boire un verre le samedi ensemble. Vous voyez, donc l'intégration, je dirais qu'elle commence presque par ça, quoi. Il me semble. Et se fait aussi par l'équipe. Et une chose qui me semble importante justement dans ce que vous dites, c'est que je ne suis pas sûr que vous auriez accepté
de pallier à toutes les difficultés de déplacement, de logement, etc. et d'assumer ça tout seul. Parce qu'après, vous avez aussi votre propre vie, vous avez aussi vos propres impératifs, etc. et vous ne pouvez pas le faire. Et ce n'est pas forcément toujours votre rôle. Et que chacun puisse jouer sa part et un petit bout de part, c'est quelque chose qui est extrêmement important, effectivement, dans une entreprise, dans une équipe. Et les moments de convivialité, les temps qu'on va arracher au moment d'une pause, en discussion, les temps de déjeuner et ces autres temps sont des éléments extrêmement importants parce que c'est des moments où on a un petit peu moins, c'est un terme qui n'est pas très scientifique, hein, mais dans son jus ou dans son bain, à devoir produire et aller vite. Et on a plus de temps justement pour pouvoir dialoguer, prendre du recul, apprendre à rencontrer la personne parce que ce que je disais au début, la culture joue et c'est important et intéressant de se dire que si se laisser interpeller sur le fait que si les personnes fonctionnent, réagissent différemment, il y a peut-être quelque chose à creuser. Mais le moment ou le temps pour le creuser, le mieux, c'est souvent des temps qui sont un peu dans ce moment-là, qui est dans, mais quand même un peu hors du travail, en fait, hors du temps de travail, qui permettent justement de se rencontrer et de discuter.